Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Luc J. Vigneault. Bonjour Luc. Bonjour, Alex. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va très bien, et toi? Parfait, oui, ça va bien, merci. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités qui sont inspirants, rayonnants, résilients. Et aujourd'hui, on va parler avec Luc J. Vigneault. Je vais avoir cette entrevue avec lui, qui est un auteur qui a écrit beaucoup de livres, qui a écrit plusieurs livres. Son dernier livre, c'est Ces mots, M-O-T-S, entre parenthèses M-A-U-X, qui blesse. Je le montre à l'écran. Ça a été publié aux éditions Enoya. Voilà, Ces mots qui blessent. Mhm. Et le quart de page. Oui, donc c'est vraiment un beau livre, là. Je le recommande fortement. C'est un roman, c'est de la fiction. Et tu t'es inspiré de ta vie, en fin de compte, pour écrire ce livre-là, ce roman-là, en fin de compte, là. Donc, c'est vraiment bien la page couverture, en fin de compte. On voit un enfant qui est isolé, puis on va parler de ton histoire de vie, hein. N'oubliez pas les auditeurs puis les auditrices qui écoutent cette émission de radio et ceux qui vont regarder, en fin de compte, cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, que on reçoit des gens qui ont leur histoire de vie à raconter. Chaque trajectoire de vie est unique. Comme le dit à l'Ordre des psychologues du Québec, un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Donc, ce roman-là, c'est de la fiction. Ça part d'une famille monoparentale composée de Myriam et de son fils Marc-Antoine. Et ça parle en fin de compte principalement de l'intimidation qu'un enfant peut vivre. Puis on a jasé un peu avant l'entrevue sur Zoom, là. Puis tu m'avais dit que tu avais vécu de l'intimidation. Donc pendant 9 ans, puis je vais te laisser raconter cette histoire-là. Ben, avec plaisir. Plaisir. Avec du recul, j'ai un certain plaisir, pas un plaisir masochiste à la raconter, Mm. mais je prends un plaisir, dans le sens généreux du terme, de partager mon vécu Oui, comme tu le souhaites d'ailleurs. oui, Alors voilà, donc ça a commencé à l'âge de 5 ans. C'était comme ça, ou comme ça. Ça a commencé avec un oncle qui m'a dit pour la première de trop innombrables fois, Salut Lulette, qu'est-ce que t'es lettre? Bon, j'ai gommé le sac pour éviter, ça, on oui, pourrait s'arranger au montage. oui. Mais c'est ça, donc, avec beaucoup de litanie des saints, on va dire ça comme ça. C'est un oncle. Nous dans le contexte de l'époque, c'était dans les années 1970, décennie 1970. À cette époque-là, on ne parlait presque pas, pour ne pas dire pas du tout, de santé mentale, un sujet aussi tabou que l'homosexualité ou tout ce qui s'appelle différence de la part qui tranche du reste de la société, de l'ensemble de ce qu'on appelait la majorité silencieuse. Voilà. Oui. Ouais. Alors donc, ça a commencé à l'âge de 5 ans. Je me souviens, c'était en 1972, à la toute veille de mon entrée à la maternelle, parce que j'ai fréquenté l'école du Buisson dans le quartier des Saules, dans l'arrondissement des Rivières de Québec, la ville de Québec, capitale nationale en fait. Et cette, cette école-là abritait deux, je pense, deux groupes de maternelle, oui, deux groupes de classe maternelle. Dans ce temps-là, il n'était pas question de maternelle 4 ans de François Legault à l'époque. Et puis, cette maternelle-là, avec cette estime-là démolie par mon oncle, ça a fait en sorte que ça m'a profondément marqué psychologiquement, un véritable choc post-traumatique, on va dire, Ouais, un syndrome post-traumatique, comme on dit dans le jargon policier ou dans le jargon militaire, oui, syndrome post-opérationnel SPO. oui. Qu'il y a cet équivalent-là au niveau civil, je peux vous le confirmer. J'en suis la preuve.
Voilà. Oui, Alors j'ai vécu cette intimidation-là dès l'âge de 5 ans et avec cette estime de soi démolie, je promenais un regard très timoré, égaré, perdu, longeant les corridors de l'école quand je m'en allais dans ma classe de maternelle. Et là, les gens, les, mes camarades de classe de la maternelle et ensuite de l'école primaire, tout le long de l'école primaire, m'ont trouvé tellement différent, tellement une aura de bizarreté, parce que j'avais, je vais le dire en toute humilité ou en toute humilité, comme dirait Sol, j'avais des très bonnes notes à l'école. J'étais qu'on appelait, entre guillemets, en bon québécois, un bolé, oui, c'est-à-dire surdoué. Voilà. oui, Surdoué en classe, j'avais d'excellents résultats. Comme on dit dans le jargon populaire, je pétais des scores. oui, Donc, j'avais 100% régulièrement les doigts dans le nez, une main dans le dos. Et ça ajoutait une couche de plus à l'aura de bizarrerie que j'avais, que j'étais très timide, que j'avais très peu d'entre-gens avec d'interaction sociale avec mes camarades de classe. Alors qu'à un âge comme celui-là, quand on est enfant, ben, l'école s'est fait, oui, non seulement, oui, pour apprendre à la base, mais essentiellement pour pouvoir socialiser avec des camarades de classe. oui, Quand on va dans la cour de récréation, on joue, on s'amuse. Dans mon temps, c'était le ballon prisonnier. Bon, un jeu pour les gens de ma génération qui s'en souviennent. J'excellais à ça, mais en défensive, j'esquivais le ballon, carrément. C'était pas sur l'attaque, j'étais souvent sur la défensive. Et puis, parlant d'attaque, ben, il y a quelques petits malins, il suffit d'une poignée d'individus, et ce n'est pas généralisé. L'embryon de l'affaire, ça part toujours avec une poignée d'individus qui veulent tester les limites de votre endurance mentale et puis physique, au plan physique, pour savoir jusqu'où ils peuvent tirer la corde, tirer sur la queue du chat impunément sans encaisser un coup de griffe en retour pour les marquer à jamais. Mais c'est ça. Donc, c'est tester ses limites, aller au bout de ses peurs, selon la définition des intimidateurs, on va le dire, qui ont fait en sorte que ça a été du harcèlement sans relâche, comme au même rythme qu'un marteau-piqueur ou qu'un fusil mitrailleur. Ça part, là, ça sort, je ne sais pas combien de balles à la seconde, là, mais ça sort vite, s'il vous plaît. Ouais. oui. Je comprends, mais ça, c'était de la jalousie de la part des collègues de classe, parce que tu étais un excellent élève, en fin de Ouais. compte. Ouais. Donc, on sait que les enfants peuvent être cruels entre eux, là. C'est de la cruauté chez les enfants, là. Ça, même quand j'ai travaillé en tant qu'éducateur à la garderie auprès des enfants de 4 ans, il y avait l'enfant de 4 ans qui a dit à l'autre, je vais venir chez toi, je vais prendre ta poupée préférée. Et puis l'autre, elle commence à pleurer. Donc ça, c'est comme la poussière à ce qui s'apparente à de la cruauté, là, chez les enfants. Mais les enfants peuvent être très cruels. C'est la différence qui a dérangé, comme tu as écrit dans le roman, hein. T'es pas dans le moule, donc la différence dérange, mais la différence ne devrait pas déranger. Parce que comme j'ai décrit dans mon livre, les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Donc, vive la différence. Mais je suis vraiment désolé que tu as vécu ça, là. Il faut être absolument empathique. Puis je me mets à ta place, puis je peux essayer de comprendre un peu, là, que ça ne va pas être facile. Puis tu m'avais dit que ça avait duré quand même 9 ans, cette violence verbale et psychologique, là, qui Ouais. était de l'intimidation. Les intimidateurs, là, c'est les bullies, là, hein, comme je l'écris dans mon livre, les bulldogs, là, qui aboient contre leurs victimes. Donc, dans la théorie triangulaire, en fin de compte, il y a le bourreau, le témoin, puis le témoin qui peut devenir sauveur, puis la victime. Donc, est-ce qu'il y avait les témoins, ils disaient quoi? Ils faisaient rien, les autres élèves, les enseignants, personne s'en mêlait? Ben, comme je le disais tantôt, Oui, euh, c'était un sujet tabou, on n'en parlait presque pas. ouais, C'était tout aussi nouveau pour les témoins, entre ouais, guillemets, du crime, on va appeler ça comme ça, parce que dans les standards d'aujourd'hui, c'est devenu un acte reconnu, écrit noir sur blanc, article 241 du Code criminel. Là, on ne parle pas de diffamation, c'est pas le Code civil, le mm, Code criminel. oui, OK? Alors, il y a l'article 241 du Code criminel, entre autres lois, entre autres articles, qui couvrent l'intimidation, la cyber-intimidation désormais, puisqu'on est rendu là, oui, et aussi
Parce qu'imagine si ça avait existé, les Facebook de ce monde dans mon temps, là. Aïe, aïe, Ouais, aïe, aïe, oui. ouais, je Ouais, comprends. Ben oui, la ouais, cyber-intimidation, on sait qu'il y a des adolescents, puis des adolescents, puis des adolescentes qui se sont suicidés parce qu'ils ont vécu de la cyber-intimidation, là, l'intimidation sur les réseaux sociaux. Hein, il y en a ouais, des adolescents puis des adolescentes qui se sont suicidés parce qu'ils ont, c'est vraiment triste, parce qu'ils ont vécu de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Puis, effectivement, ouais. ouais, puis j'ajouterais aussi, comme tu avais dit, ça a commencé avec ton oncle, Mhm, cette intimidation-là, cette violence psychologique aussi, hein, parce qu'il y a mhm. beaucoup de, il y avait de la violence psychologique. Ah, comme je l'écris dans mon livre, il y a 5 types de violence, là. Il y a 6 en fin de compte. 5 types de violence économique, spirituelle, verbale, psychologique, physique, sexuelle. Mais là, tu avais vécu de la violence verbale et psychologique, en fin de compte. Psychologique, c'est le fait de rabaisser quelqu'un. Verbal, c'est crier sur lui, etc., lui traiter de nom, etc. Ce sont Ouais. des voleurs d'enfance. Hein, comme le dit c'était dans le film, ceux qui ont écouté le film, c'est Voleurs d'enfance de Denis Arcand qui a été. C'est pas l'Arcan, C'est excuse-moi, Paul c'est pas Arcand, l'Arcan. excuse-moi, c'est Paul Arcand, c'est vrai, Ouais, t'as raison. l'Arcan, ouais. Paul Arcand, c'est Voleurs d'enfance. Hein, Nathalie Simard était là, Mhm, les autres aussi. J'ai vu ce film-là, c'était assez saisissant là, de voir mhm. ces voleurs d'enfance comme film, là, oui, de Paul Arcand, tu as raison. Donc, et là, tu avais dit qu'à la fin, donc ça a commencé à l'école, à la maternelle. À la maternelle, oui. Est-ce qu'il faut vraiment éduquer les enfants à la garderie, là, à la maternelle, là, tu sais, chaque personne est unique, là, ça c'est le slogan dans les CPE, là, les centres de la petite enfance, là. Puis là, c'était Ouais. à l'école, à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc ça, c'était de la violence verbale, psychologique, de l'intimidation. Puis Mhm. en fin de compte, tu m'avais dit qu'en secondaire 2 ou 3, il y avait de la violence physique, c'est ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, ce qui est arrivé, ben, qu'on appelle, entre guillemets, stouler ou faire de la délation, Oui, quand quelqu'un dans une classe fait un mauvais coup, oui, ben, le professeur te pointe, se fusille du regard, comme ça m'est arrivé, oui, parce qu'il pensait que c'était moi, mais c'était la personne derrière moi. Et quand tu oui, parlais de bowler, là, ben, oui. celui qui était assis derrière moi, j'ai concédé quelques livres et quelques pouces en termes de poids, là, ben, en termes Oui, quelques kilos ou quelques oui, centimètres en termes de mensuration. Alors, il était en mesure de m'en faire manger toute une, comme on dit. oui. Alors, donc, ça a été effectivement le cas. Il y a eu comment dire, des menaces de voie de fait. Oh my God. Parce que c'est ça, ouais. Il m'attendait à la sortie de l'école. Moi, Un adolescent, ça n'a pas de bon sens, là. ben ouais, ben Est-ce qu'il ouais, a été suspendu? C'est quoi qui est pas, arrivé? C'est quoi les réprimandes que cet adolescent a eues? Ce ben, bully-là? Oui. la réprimande, à l'époque, les standards, c'était euh, une, une copie d'une phrase disciplinaire récurrente à 200 ou 300 reprises au gré du Oh professeur. my God. Ben ça, c'est comme qui dirait, une punition à coup de mouchoir, comme une Mais non, goutte c'est rien, dentifrice. là, en fin de compte. C'est pas une C'est punition, là. ça. C'est une punition à la légèreté, à la douceur, là. Mais Exact. c'est ça. Donc là, c'est vrai que l'intimidation, il faut en parler. On va avoir aussi, j'ai eu la confirmation hier que Jasmin Roy avait accepté d'être à mon émission de radio, témoignage de vie. Donc l'entrevue va se faire cet été. Donc, Wow. ça va être diffusé par la suite cet été, cet automne. Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy. Moi, c'est une fondation à laquelle j'y crois. Maintenant, ça s'appelle Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. C'est une fondation à laquelle j'y crois sincèrement. C'est un organisme communautaire de bienfaisance. Puis c'est vraiment bien, je veux dire, c'est pour faire de la démystification, de la sensibilisation pour l'intimidation. Donc lui aussi, il va en parler de l'intimidation qui j'ai acheté 3 de ses livres aussi, qui a vécu à l'école secondaire. Puis ça, lui il a passé aussi à l'émission de Sophie Durocher à un moment donné à Cube Radio, je crois, oui, à Cube Radio. Ouais. Puis il avait dit qu'il faut avoir des arrêts d'agir. Parce que, tu Ouais. sais, mais on voit que c'est parfois comme ce qui est arrivé à Occupation Double, là, à l'avant-dernière saison, là, qu'il y avait de Ouais. l'intimidation. Il y avait 3 intimidateurs, mais 2 où je pense que le troisième c'est comme rejoint, là.
Donc, il y avait ces trois intimidateurs-là. Ils les ont expulsés, mais comme Jasmer Roy avait dit, puis moi je crois ça aussi, mais ça a été diffusé à la télévision, c'est qu'il n'aurait pas dû être diffusé. Donc, Occupation Double l'avait diffusé. On n'aurait pas dû diffuser ça. On aurait dû mettre ça, faire des arrêts d'agir beaucoup plus tôt. Moi, je crois à ça. Moi, je le dis Ouais. ça. Tu sais, comme Jasmer Roy avait dit pour les arrêts d'agir, j'y crois sincèrement qu'il fallait faire ça. Puis pourquoi l'avoir diffusé? On voit la personne qui est une victime qui pleure en fin de compte. Puis les gens avaient réagi pour Occupation Double, mais on voit vraiment que ça se passe, même dans une télé-réalité. Puis là, Mhm. là, il y a maintenant une psychologue qui fait de la sensibilisation concernant la différence, puis concernant l'intimidation pour tous les candidats avant que l'Occupation Double commence, là. Ouais. Et ce qui fait réagir, c'est souvent ce qui est controversé à Oui, la base. oui, Que Les, exactement. les conflits, là, les confrontations, là, Oui, des c'est ça ce qui confrontations pogne. d'idées, d'opinions, de Oui, caractères, c'est ça qui fait le petit côté. Bon, les Québécois, on est pas mal latin, on va dire, là, oui, depuis mon époque, on dit ça, là. On oui, est pas mal un caractère latin, on aime ça, sans être masochiste, on aime ça se chicaner. oui, Mais quand ça devient des attaques personnelles, oui, que ça devient de l'intimidation proprement dite au sens technique du terme, c'est là qu'il y a matière à faire, comme on dit, un arrêt d'agir, ou même dans les, c'est le cas d'occupation double, et dans le livre, je parle des radios. Je oui, viens de Québec, donc tu sais comment ça marche la radio à Québec, là. La plupart du temps, à part Radio-Canada et certaines stations communautaires se tiennent loin de cette tasse de thé-là, on va mm, dire. Euh, le, le, la majorité des stations de radio privées de Québec en font leur pain et leur beurre de ces confrontations d'idées-là parce que c'est, comme disait oui, un animateur qui n'est pas un ange, là, Sylvain Bouchard, on va le nommer, et au lendemain de la Grande Mosquée de Québec, il a dit je regrette ce qui est arrivé à la Grande Mosquée de Québec, oui, mais je vais continuer à aller dans les extrêmes parce que les extrêmes, c'est payant. Parce que lui, oui, il a besoin de beurre sur ses toasts le matin. oui. Mais est-ce qu'il pourrait sacrifier quelques lichettes de beurre sur ses toasts le matin en ayant une pensée pour les victimes et ne pas aller dans les extrêmes pour provoquer, même indirectement, qu'est-ce qui est arrivé? Je Oui. pense que la question se pose. Oui, mais c'est ça ce que les gens aiment. Les gens aiment les confrontations, les gens aiment les chicanes, les gens aiment tout ce qui est controversé. Ah, moi, écoute, à date, c'était comme ça aussi à Denis Lévesque, là, pour aller à Denis Lévesque à la télévision, il faut que ça pogne, là. Il faut que ça soit Mhm. controversé, c'est certain. Puis ça, je Euh, vais juste te le dire, c'est que ça a commencé même avec Love Story. On se rappelle de la chicane avec Mélanie pour la sauce à spaghetti, là. Ah, ça fait mhm. 20 ans de ça, presque plus que 20 ans, mais tout le monde en parlait de la chicane de la sauce à spaghetti, là, avec Mélanie Leclerc, puis etc., puis Julie, Euh, puis ainsi de suite, là. euh, Oui, et même à l'époque, Doc Mayou, qui était collaborateur à Love oui, Story, la oui, quotidienne en fait, et oui, Philippe Fémiou ont eu maille à partir parce qu'il y a eu des déclarations de Doc Mayou à tendance raciste sur sur le plateau de Tout le monde en parle d'une autre émission à oui, Radio-Canada avec Guillaume Lepage tous oui, les oui, je me dimanches. rappelle. Ça, je me Alors, rappelle, ça, c'est tout le sûr. monde s'en rappelle. Tout le Ben, monde tout le s'en monde s'en rappelle. rappelle. Ouais, c'est ça, tout le monde s'en rappelle et tout le monde en parle encore aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Ben Parce oui. que il y avait Mitsu, dont le conjoint à l'époque était racisé, Oui, noir, je oui, oui, pense. oui, oui, Oui. oui. Elle était en même temps sur le plateau. Et évidemment, Dan Bigra, qui, avec son regard de tueur à gage planté dans les yeux de, du Doc Mayou pour lui faire sentir à quel point il était malotru et malvenu de dire des propos comme ça. Et Oui. Robert Charlebois, qui était entre les deux, qui ne voulait pas t'interposer, il dit non, 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 je ne veux pas. Non, Non, c'est je sûr. désapprouve ça. Et on est, c'est ce sentiment généralisé là sur le plateau, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, ben, je vais te laisser parler du roman. Tu raconteras juste un tout petit peu pendant 2, 3 minutes cette histoire-là de cette famille monoparentale. C'est quoi ce roman-là de la fiction? Luc J. Vigneault. Hein, je dis Luc J. Vigneault parce qu'on va voir Luc Vigneault, qui est aussi un auteur qui a écrit Je suis une personne, pas une maladie. Donc, Luc J. Vigneault, je vais te laisser raconter 2, 3 minutes cette histoire de roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu, que j'ai parcouru, qu'on peut trouver. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Puis raconte un peu l'histoire de ce roman-là. Je te laisse parler. Bon, je vais d'abord parler du résumé de l'intrigue comme Oui, tel. c'est ça. Alors voilà, c'est ça. Donc, Brièvement. c'est un couple de mère, un duo mère-fils Oui, monoparental, une famille monoparentale
parce que Myriam, comme tu l'as dit, c'est le personnage principal. Oui. Myriam, dont on suit le destin et l'évolution tout le long du livre, tout le long du roman, qui est une personne qui est d'abord, on la suit d'abord dans ses premiers pas au cégep, quand elle fait la rencontre de celui qui va devenir son fiancé, qui va le tromper allègrement aller-retour, un coureur de jupons comme Jean-Paul Bello dans Les Dames de cœur, c'est pour ceux qui s'en rappellent. Oui. Donc, un coureur de jupons invétéré, il fait de la politique internationale aux instances gouvernementales comme attaché politique, ministre des Affaires étrangères au fédéral. Et donc, il est appelé à voyager partout. Et pendant qu'il est ailleurs sur la planète, et dans ce temps-là, c'était les tout premiers balbutiements des téléphones portables, qu'on appelle des téléphones mobiles. On en était au tout premier balbutiement. On n'était pas encore rendu aux fonctions, aux applications Apple, Google et Facebook, et nomme-les tous, euh, pour dire, euh, il y avait des communications, c'est comment ça se passe à l'étranger. Les télécommunications, c'est souvent difficile, c'est ardu. Il y a un délai de plusieurs secondes avant que la personne réponde à l'autre bout de la ligne. C'est pareil pour les premiers, les ancêtres de Zoom à l'époque, quand tu faisais de la télévision ici au Québec et qui envoyait un envoyé spécial là-bas à l'étranger, en Europe, par exemple, il y avait toujours un délai de quelques secondes. Radio-Canada, ça existe encore ce délai-là. Et puis, donc, il y avait des communications terrestres, non seulement de ce point de vue-là, mais aussi au point de vue quand le couple était ensemble, quand le fiancé était à la maison, de sorte que Myriam en a eu ras-le-pompon, ras-le-bol, pour ne pas dire pire encore, on va rester poli. Donc, elle a décidé de quitter, comme on dit en mon québécois, de flusher son fiancé sans prévenir pendant que celui-ci était parti à l'étranger ou pour une mission à l'étranger. Et il a quitté Ottawa, oui, c'était établi, donc fonctionnaires fédéraux. Elle a quitté Ottawa avec Marc-Antoine. Elle est partie avec Marc-Antoine sans crier gare à son fiancé. Elle a carrément coupé tous les ponts avec et est allée s'établir à Québec. C'est jeté un peu dans la gueule du loup parce que déjà à Québec, il y avait la prédominance, comme je le disais tantôt, on va dire de la radio poubelle, de la radio de confrontation. Alors donc, c'est ça. Il y a beaucoup Voilà. de radios poubelles, oui. À Québec, je l'ai dit Mais à part partout ailleurs aussi, il y en a, je dénommerai pas les stations de radio. ben, tu sais, Howard Stern à New York, là, Oui, c'est c'est ça. l'ancêtre de la radio Mais ça a poubelle. pogné Howard Stern, là. Les gens aimaient Howard Stern, les gens aimaient ça, c'est que il faut que ça soit le plus controversé possible, là. Au même titre que les André Arthur et Ouais, Jeff Fillion à Québec et autres. ouais, exactement, on J'ai les parlé de nommerait Jeff pas. Mayou. J'ai parlé de Jeff Mayou, on va Mais les s'arrêter gens, là pour les noms ouais, de personnes. exactement, gens controversés, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est Ouais, certain. Mais là, c'est ça. en Marc-Antoine, c'est Oui, lui qui a vécu de l'intimidation dans le roman. oui, c'est lui qui a C'est vécu ça. l'intimidation. Et je te dirais que, toute proportion gardée, c'est un peu mon alter ego. Ben, en fait, j'ai deux alter ego dans ce roman-là. Oui, Marc-Antoine, à un plus jeune âge, qui a vécu l'intimidation. Bon, j'ai pas exagéré, mais je dirais, j'ai pris quelques libertés dramatiques oui, pour mieux faire sentir au lecteur ce qu'on ressent, le bouillonnement à l'intérieur quand tu es intimidé, quand tu te fais harceler, tu as le goût de répliquer, puis que tu n'as comme pas de droit moral pour répliquer, parce que sinon, on sait que quand tu es provoqué, c'est la provocation, n'ayons pas peur des mots. oui, C'est la provocation, et quand tu es provoqué et que tu décides de répliquer pour te faire justice soi-même, on dit ne vous faites pas justice vous-même. mm, Ben, celui qui réplique, c'est lui qui écope à la place de celui qui a provoqué, qui a été l'instigateur de la bataille, on va dire, comme on oui. dit en jargon de hockey. Mais c'est ça, c'est que pour ces intimidateurs-là, comme pour les victimes, il faut avoir un protocole qui est vraiment clair, net et précis et détaillé. Hein? Les premiers avertissements verbaux, le premier avertissement écrit, la suspension, mais ça peut aller tout de suite dans la suspension si c'est un geste qui est grave. On peut même, habituellement, ce qui arrive, c'est que si on va parler pour la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, il y avait, euh, comment elle s'appelait? Celle qui a vécu de l'intimidation à l'âge de 8 ans, Billère. Comment elle s'appelait? Oh my God, j'oublie son nom.
Il y a Euh, Marjorie Raymond qui s'est enlevé la vie à Sainte-Anne-des-Monts. oh my God. Marjorie Raymond, oui, à 15. Ben, dans les circonstances selon ça, c'est là que ça a Émilie parti. Bière, Émilie Bière. C'est ça, c'est Oui. Émilie Bière à l'âge de 8 ans qui a vécu de l'intimidation à l'école pendant Mhm, 2 ans. Elle a vécu ça à l'école primaire. On sait que c'était les enfants. Moi, j'ai entendu aussi, puis c'est écrit aussi que c'était par rapport aux adultes. Il y avait mhm, quelqu'un qui m'avait dit que c'était même les parents des enfants qui étaient jaloux. C'était même parfois les professeurs. On ne sait pas, là, mais on sait que c'est écrit sur Internet les enfants, puis les adultes. Et puis là, elle avait 8 ans, puis elle a vécu ça pendant 2 ans. C'était un vrai cauchemar, un vrai enfer. Puis en fin de compte, elle est devenue aujourd'hui comédienne, elle est résiliente, là, puis rayonnante, là, mais tu sais, elle a plus que 18 ans maintenant, là, mais je veux dire, je me ouais. rappelle quand elle avait 8 ans, puis elle avait dit à la Fondation Jasmer Roy, j'ai dit non à l'intimidation. Stop à Mais l'intimidation. stop, parce qu'il Comme faut le stopper, ça c'est ouais, vrai. ouais, comme la campagne publicitaire de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais. Oui, Céline avait participé à cette campagne-là, je m'en oui, souviens. Et Sophie Desmarais, en passant, je vous mets une parenthèse, a peut-être vécu l'intimidation, elle aussi, je crois. oui, je pense que Vrai ou faux? oui, je pense que oui, oui. Sophie Ah ouais, Desmarais aussi l'a vécu. Je donc pense elle est que oui. sensibilisée à la chose. Il faut aller voir le site. Il faut aller voir le site. Ça fait un dynamic duo à la Batman et Robin. Ouais, c'est C'est pas rien. certain. Ouais. Mais toi, c'est quoi les messages que tu voudrais dire aux victimes? Parce que là, tu sais, il y a aussi les gens qui disent, mais les victimes, ils se victimisent. Moi, je crois pas à ça, qu'il y a de la victimisation. On est des victimes, puis on va rester victime, puis on a été victime. Oui, on peut s'en sortir puis ne pas être victime, mais au début, on est victime. Puis ensuite, c'est ça qu'il faut grandir intérieurement. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts, puis c'est pour grandir intérieurement. C'est la résilience, hein? Ah, la résilience, Boris Cyrulnik en a parlé, j'en reparle encore. Mhm. C'était un juif qui a été en prison. On l'a mis en prison quand il avait 8 ans et demi. Il a vu ses membres de sa famille qui ont été tués devant ses yeux pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit beaucoup de livres, Boris Cyrulnik. Ah, la malléabilité, c'est le fer qui rebondit. On rebondit puis on s'en sort malgré nos épreuves, les événements de la vie traumatisants, douloureux ou embarrassants, les histoires de vie tristes et désolantes. Donc, Mhm. c'est quoi les messages que tu aimerais dire aux victimes? Moi, le message que j'aimerais dire aux victimes, c'est que il y a, en quelque part, il y a toujours moyen de s'en sortir. Toujours. Oui, C'est juste que, il y a des chemins plus tortueux que d'autres. oui, On ne fera pas la hiérarchisation de la douleur non plus, mais il y a des chemins plus tortueux que d'autres qui peuvent donner l'impression que on ne voit même pas la lumière au bout du tunnel, même pas un semblant de lumière factice. Tu comprends ce que je veux dire? oui, Alors donc, c'est ça, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et on est passé à travers une pandémie, OK? Et oui, au début de la pandémie, là, même notre premier ministre, François Legault, le disait, la lumière, les beaux jours s'en viennent, on va voir oui. la lumière au bout du tunnel, ça va bien aller. Ça Mais va bien au aller, bout oui. d'un ouais, au bout d'un certain temps, ça va bien aller. Il y en a qui en ont fait une écœurite aiguë, là, Oui, je tu comprends? comprends. Alors donc, à force de se faire répéter, ça va bien aller et que plus ça va, pire c'est, ça va de mal en pire, ben, ça va bien aller, on y croit de moins en moins, là. Il y a comme Oui, un désenchantement, un, un dé- un- une désillusion, si tu veux, vis-à-vis un espoir qui ne doit pas mourir, comme l'amour ne doit pas mourir, comme le chantait René Martel. oui, C'est, l'amour, c'est avoir l'amour de l'espoir. Je pense que c'est ça qui est, comme tu le disais, nous rend plus forts, comme le disait Boris Cyrulnik, c'est ça, oui, oui. nous rend plus forts. D'ailleurs, j'ai Il a quelques parlé vers de la de... résilience. Ben oui, il a parlé de la résilience. Ben, ça se résume en quatre mots, la résilience, la Oui, définition de la résilience dans le dictionnaire, résistance d'un métal au choc, oui. en termes de métallurgie. Ben oui, c'est ça, On parce que pourrait, c'est comme le fer, le métal, là, qui rebondit, Mhm. Et il faut le etc. faire. Oui, Et en termes de faire, ben, il faut le faire. C'est ça de dire. Il faut le faire dans le sens que faut nourrir l'espoir, s'accrocher à quelque chose, même oui, ne serait-ce qu'une petite flamme toute vacillante d'espoir qui vacille au gré des courants d'air qui soufflent parfois en tempête, comme le cheval qui souffle en tempête, comme dit Obélix dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix. oui, Alors, c'est ça. Donc, même quand les vents soufflent en tempête, à un moment donné, après le mauvais temps,
il y a toujours le beau temps qui s'en vient. Et Oui, François Legault avait un peu raison de dire ça. C'est juste que le chemin était un peu plus long. oui, Ça a pris plus de temps pour s'en sortir, mais oui, on s'en est sorti où on commence à peine à s'en sortir. Parce oui, que, trompons-nous pas, il y a des séquelles psychologiques qui sont non négligeables au niveau de la population. Docteur Mélissa Généreux pourrait te le confirmer aussi de vive voix. Elle a mené une enquête psychologique, psychiatrique sur oui, les instances psychologiques des habitants après l'instant majeur de lac mégantic. oui, Ça fait 10 ans l'année passée, je crois. oui, Ça fait 10 ans. Alors, il y a eu des études qu'elle a menées avec ses consoeurs et confrères de l'Université de Sherbrooke pour, euh, pour vérifier, colliger des données et compiler tout ça et en arriver à une conclusion comme quoi, oui, il y a eu des incidences psychiques majeures sur la population de lac mégantic, au même titre que, de proportion gardée, je me répète, au même titre que les incidences psychiques qu'ont eu la pandémie, de sorte qu'aujourd'hui, on se demande un câlin, j'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit, j'ai du droit de serrer la main, je suis mm, vraiment obligé de me laver le bras. Je veux dire, les mesures extrêmes draconiennes qu'on a préconisées, que la santé publique a préconisées, le conseil, le gouvernement, ben, on les a abandonnés progressivement. Est-ce que c'est attribuable aux camionneurs qui ont défilé sur les collines je sais parlementaires? pas. Ça, c'est un autre dossier, mais toujours est-il qu'il y avait comme une écœurite aiguë au niveau de la population. On l'a senti bel et bien. Et au sortir de la pandémie, on voit que la popularité du gouvernement Legault dans bien d'autres dossiers est en baisse significative, on va dire. Ouais, ça fait 4 ans après 3 ans, on dit que la pandémie presque est terminée en fin de compte, là. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui attrapent la COVID. Ça fait 4 ans déjà, là, on dit dès le début que ça va durer 2, 3 ans, une pandémie de cette façon-là. Une C'est vrai. pandémie mondiale qu'on a à chaque 100 ans, là. Donc, puis là, Mhm. ben, dans mon livre, tu sais, la psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle. Le sous-titre, c'est La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Hein, la vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Donc, Mhm. ce sont les intimidateurs, les bullies, les agresseurs, les bourreaux qu'on appelle, en fin de compte, qui rendent la vie difficile aux victimes. Il y C'est a vrai. ça, il faut les arrêter là. Il faut arrêter d'agir, puis il faut vraiment qu'ils cessent. C'est la violence là. Martin Laurent, il a écrit le livre Bitcher, intimider à l'école, c'est assez. Ben ouais, c'est ça. Et puis, ce n'est pas de les arrêter au sens physique du terme, au Non, c'est sens ça. concret, c'est-à-dire, wow, minute, là, on met des lois avec des dents, on va dire, là, Les lois, oui, les des règlements. lois très sévères, très Oui, drastiques, aussi drastiques que les mesures anti-COVID dont on parlait tantôt. Tu payes une amende très, très salée quand tu intimides. Bon, on n'est pas encore rendu là, mais je veux dire, punir sans comprendre, là, ce n'est pas mieux que punir simplement pour faire apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si, suite à la punition, le fautif ou la fautive n'apprend pas de ses erreurs, elle n'apprendra absolument rien. Elle oui, va condamner à rester, par son expression, backbenchers dans le fond de la salle de cours, parmi les cancres de la classe, ce qu'on va dire en bon français, les cancres de la classe, ceux qui collectionnent les zéros sur les bulletins d'école, là, oui, qui, qui passent leur temps à sécher leur cours, ben, ça c'est un autre dossier, mais qui passent la plupart de leur temps à se complaire dans la médiocrité, on va dire. oui, Parce que la complaisance de la médiocrité, tu parlais justement de la vie est belle, mais ceux qui la voient en noir, ben, c'est sûr qu'ils vont la voir en noir. Je mm, parlais de Luc Vigneault tantôt, mon homonyme. Je ne sais pas si lui l'a dit verbalement, textuellement parlant, mais j'ai écouté une conférence de Laurence Caron, un de ses collègues oui, conférenciers. Laurence Caron a dit, ben, c'est comme Luc Vigneault dirait, je ne sais pas s'il le lui a dit, mais il a dit, comme Luc Vigneault dirait, c'est un rétablissement de CUL. C'est ça sur ton CUL, tu vas avoir un rétablissement de CUL. oui, Excuse-moi la grossièreté, mais c'est ça pareil. mm, Ben, quand tu vois la vie en noir, tu bois du noir, ben, tu ne peux pas faire autrement que cultiver
ce négativisme-là qui te tombe dessus comme la misère tombe sur le pauvre monde. C'est-à-dire que ça, c'est la vraie victimisation. Oui, Ceux qui te positionnent comme victime, Georges Saint-Pierre, c'en est un autre là, qui a été victime d'intimidation. Même s'il a fait un sport assez viril, on va dire, là, mais qui a été victime d'intimidation, il l'a dit, quand j'entrais dans l'octogone, là, je savais que c'était pas un jeu. Il n'était plus question de gagner ma croûte, question de sauve ta peau parce que l'autre veut sauver en face de toi, veut sauver la sienne s'en prenant à toi. oui, Parce que Georges Saint-Pierre, lui, était sur la défense, mais il pouvait revirer la défense pour mieux maîtriser son adversaire et gagner ses combats de cette façon-là. Je ne connais oui, pas la technicalité des arts martiaux mixtes, mais Georges Saint-Pierre, c'était dans cette mentalité-là, cette approche-là. Et Georges Saint-Pierre a dit, un des conseils qu'il a dit, et je le recycle ici même, euh, ce n'est pas ne jouez pas à la victime. Demandez de l'aide, parlez-en à quelqu'un de compétent ou à des autorités bien placées, quitte à porter plainte aux autorités judiciaires ou policières s'il le faut, mais ne restez pas les bras croisés à ne rien faire, à endurer que tout ce qui vous rentre dedans et qui vous gronde et vous gruge de l'intérieur pour finalement faire un acte répréhensible en bout de ligne. Puis c'est ce qui est arrivé dans le cas, on parlait de la Grande Mosquée tantôt, c'est ce qui est arrivé dans le cas d'Alexandre Bissonnette. Je ne cherche pas à excuser la finalité de son geste. Je ne fais juste que contextualiser le geste parce qu'il a été victime d'intimidation. Ça a déjà été rapporté dans les journaux d'ailleurs. Ses parents en ont parlé. Il était victime d'intimidation. Certains le disaient, l'ont côtoyé, disaient qu'il se prenait pour un autre, tout ça. Mais oui. ça, c'est des candidatons. Mais moi, je dis, laissez faire les candidatons et posez directement les questions les plus pointues, s'il le faut, aux personnes concernées qui vont vous donner les réponses les plus claires possibles. Je pense qu'elles sont les mieux placées pour donner leur version des faits et je pense la version la plus authentique des faits. Ça n'excuse pas le geste, je me répète, ça n'excuse en rien la finalité du geste, Oui. mais c'est juste pour mettre les choses en contexte qui fait en sorte qu'on manque d'assurance, on manque de confiance en soi et on place sa confiance en des mains stupides, on va dire, euh, qui font le marchandage de la violence. Alors, c'est pour ça que c'est ce qui est arrivé à Alexandre Bissonnette et c'est ce qui fait qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais c'est ça, il faut pas banaliser la violence. Il faut Non. pas, les adolescents aujourd'hui font de la banalisation de la violence, hein. Les filles se traitent de, des gros noms, là, puis il faut pas faire de la banalisation de la violence. Ils disent, t'es con, t'es niaiseux, puis tout ça. Ça, c'est vraiment pas, il faut éduquer les adolescents, les adolescentes, les enfants, ça part de l'enfance, en fin de compte. On sait que les enfants qui ont été victimes d'intimidation à l'école primaire, maternelle et ou secondaire, mais ils ont plus de chances de vivre du harcèlement psychologique au travail, comme le mobbing, etc., là. Donc, Mm. tu sais, parce qu'on les voit comme des proies faciles, hein, la théorie du bouc émissaire, en fin de compte, on pense qu'on pourrait marcher sur leurs pieds. Et il y a aussi les témoins, ça, il faut, parce qu'on a parlé des victimes, on a parlé des intimidateurs, des bourreaux, des agresseurs, mais il faut parler aussi des victimes. Moi, je me rappelle dans le livre de Jasmin Roy, hashtag Bitch, il avait dit que 90% des témoins restent neutres quand ils entendent le chum appeler sa blonde avec des gros mots plutôt que de dire mon amour, ma beauté, Ouais. etc. Là, ma chérie, là, avec des gros mots, là, des insultes en fin de compte. Puis 90% des témoins restent neutres. Puis c'est la même chose pour le harcèlement psychologique au travail Mm. ou pour l'intimidation à l'école. On voit parfois des vidéos même des enfants qui sont battus dans les dehors, là, dans dehors pour la récréation, là. Tu sais, puis là, on les voit, puis les gens restent neutres. Les gens ne veulent pas agir. Puis il y a aussi de la diffusion de la responsabilisation. Plus il y a de témoins, plus en fin de compte, les gens prennent moins il y a des gens qui prennent de la responsabilisation. Il y a de la diffusion de la responsabilisation. Ils disent, bah, lui, il va aider. Donc, il y a plus il y a des gens, moins il y a des gens qui se responsabilisent et qui vont aider. Mais il faut avoir de la compassion, puis il faut aider la personne qui est dans le besoin. Et être Voilà, empathique et avoir de la sympathie, là. Oui. tout, tout à fait. Et puis, je dirais même que l'indifférence, c'est ce à quoi carbure
oui. les témoins la plupart du temps. Est-ce que c'est de l'indifférence voulue, Hmm, involontaire ou plus ou moins voulue ou presque obligée? Là? Ben, la question se pose et on pourrait avoir une multitude de réponses au même titre qu'il y a de témoins de ce genre de scène-là. Mais l'affaire, c'est que l'indifférence, la raison pour laquelle il y en a qui ne veulent pas parler de se oui, délier la langue pour témoigner, oui. intercéder en faveur de quelqu'un qui est exceptionnel, mais qui par définition est un peu marginal. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Prononcer en faveur d'une seule personne, hmm, nous, on cherche le consensus. oui. Mais est-ce que le consensus doit rimer avec nage dans le sens du courant? Tu n'en auras pas de problème. Moi, dans ma famille, c'était comme ça. Nage dans le sens du courant, tu n'en auras pas de problème. Mais est-ce que tu as droit à avoir ta différence, ta personnalité intrinsèque, distinctive des autres, ce qui fait la beauté de la mosaïque, de Humaine. cette mosaïque qui est la notion du vivre ensemble? Ouais. Comme je C'est l'écris que, dans mon livre, La beauté de la mosaïque humaine, là, que chaque personne est unique, qu'il y a des différences, qu'il faut accepter la personne avec sa personnalité, son tempérament, son caractère, puis etc. là. Puis exact. ses qualités, et ainsi de suite, là. Même avec sa différence, vivre la différence. Ben Euh, oui, on va passer à un autre sujet, le Vox Pop, qui est oui. un organisme communautaire de représentativité pour les gens, pour la santé mentale, c'est ça? Tu peux, C'est vas-y, Vox Québec. C'est Vox Québec, l'association ok, Vox Vox Québec. Québec, excuse-moi. Donc, Absolument, ouais. Vox Québec, donc Ouais. toi, tu fais partie du conseil d'administration de Vox Québec. Peux-tu nous parler de Vox Québec, puis de ton mandat, en fin de compte? Vas-y, je t'écoute. On Ouais. t'écoute. Bon, en fait, je suis secrétaire sortant depuis peu du conseil d'administration de Vox Québec. Oui, Mais je suis membre régulier. Je vais continuer à m'impliquer, mais oui, d'une autre façon, dans une autre perspective. L'association Vox Québec, c'est une association, un regroupement communautaire, il va sans dire, un organisme communautaire dont les membres doivent être consultés, veulent être consultés sur des enjeux de santé mentale, que ce soit à travers des faits d'actualité, comme par exemple le plan d'action interministériel en santé mentale, préconisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et son ministre délégué, M. Lionel Carman, docteur Lionel Carman. Et ensuite, consulter, faire une vaste consultation auprès des membres pour tâter le pouls, leur opinion, leur point de vue, leurs préoccupations, leurs enjeux personnels vis-à-vis ces manchettes d'actualité-là, non seulement au niveau des décisions politiques, de la législation, tout ça, mais au point de vue des événements, au-delà dans les faits divers qu'on voit, ce qu'on appelle les chiens écrasés, mais oui, au-delà des faits divers, pour, si tu veux, user de pédagogie, prendre leur perspective aux membres, à nous tous en fait, prendre la perspective des membres et la transposer dans l'espace public en s'adressant aux instances décisionnelles, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient corporatives ou autre chose, autre état-major qu'on dirait. Et l'état-major prend tout son sens aussi parce que on parle de l'état-major des forces policières, des forces armées ou de toute autre entité de groupe qui porte un uniforme. Ça peut être des ambulanciers, ça peut être des pompiers, tout ça. Euh, eux aussi sont humains que nous, aussi humains que nous tous oui, et vivent probablement des enjeux de santé mentale sans l'avouer plus ou moins ouvertement. Alors, c'est ça. Donc, leur fonction faisant en sorte qu'ils doivent démontrer comme une espèce d'aura d'invulnérabilité ou d'indestructibilité qui inspire la confiance. Mais il y a d'autres façons d'inspirer la confiance en étant ouvert à, pas à nos faiblesses, mais à nos vulnérabilités, je te dirais. À nos oui, vulnérabilités, à notre fragilité à la limite, pour dire, moi, je prends les moyens qu'il faut, je fais ce qu'il faut pour euh, gérer mes vulnérabilités et ma fragilité pour faire de moi quelqu'un de plus fort en ultime ressort. oui, Comme Superman avec la kryptonite. Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, C'est exactement le même principe. La oui, kryptonite, oui, c'est son point faible, c'est son talon d'Achille, son talon d'Achille, mais
en même temps, c'est avec ça la kryptonite qui tire, parce qu'il y a un bâton de kryptonite, on le voit dans le film, pour ceux qui ont vu le film dans les années 70, comme moi. Oui, Le bâton de kryptonite, il le tire dans une banquise pôle Nord, et là, oui, il construit la forteresse de la solitude, où est-ce qu'il peut se recueillir dans sa solitude pour mieux ensuite aller combattre les iniquités de ce monde. Alors, c'est ça. Donc, sans aller jusqu'à être un super-héros indestructible, mais ce qui, ce qui fait une partie de notre faiblesse peut être converti pour nous faire devenir plus forts que jamais. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, bien Alors, sûr. des témoignages comme celui que je suis en train de livrer présentement in extenso, de vive voix, des témoignages comme celui que j'ai l'intention de livrer via des conférences. On se croisera sûrement, Jasmin, Sophie et moi, là, la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. On peut peut-être sûrement être appelés à se croiser un T4, puis peut-être que les as seront alignés un jour pour que je donne des conférences pour eux autres. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma petite affaire à moi pour ensuite être mieux préparé à vendre ma salade, comment dire, de susciter l'espoir Oui, ou l'amour, de maintenir cette flamme vacillante, mais tout de même bien réelle que celle de l'espoir. oui. Puis dans le livre, il y a le mot de la fin, Ode à la résilience, qui a été écrite par Oui, Amélie Carrier, qui est une autrice, oui, ton amie, l'amie de toi, Luc J. Vigneault. Donc, elle a mhm, écrit, puis je vais juste te dire un paragraphe. Pour oui, avoir accompagné Luc dans son webinaire qu'il a présenté avant la sortie de ce livre et après plusieurs discussions touchantes avec lui, j'ai réalisé que dans la vie, les gens ont toujours le choix. Soit ils peuvent subir et s'écraser ou tomber et se relever plus fort pour que personne, pour que plus jamais personne ne soit lésé par la même violence gratuite qu'eux, inconsciemment encouragée par notre société. Luc J. Vigneault a visiblement choisi le choix numéro 2 et j'ai nommé la résilience en écrivant ce livre, faisant ainsi socialement avancer d'un pas la cause des victimes d'intimidation. Ainsi, Luc a transposé sa douleur en une œuvre autant utile qu'agréable pour son prochain. Dans ce livre, plusieurs minorités discréditées se reconnaîtront dans les personnages de Myriam, Charles et Marc-Antoine, jugés par la société pas pour leurs différences face à la norme établie à cause de deux coupables, la peur de la différence, entre autres, et la jalousie. Jalousie de voir qu'il existe d'autres façons de vivre qui peuvent paraître plus roses que la nôtre, ce qui, dans l'absolu, n'est pas nécessairement vrai. c'est vrai. Et- Tu as raison, Amélie, c'est la réviseuse du roman, la oui, réviseuse linguistique du roman, oui. Elle oui. a révisé la pas mal de toutes mes œuvres écrites Mais que c'est j'ai vraiment bien disparaître. écrit, hein, le français, puis c'est vraiment un beau livre, là, vraiment, je le recommande fortement. On peut le retrouver où? Ce livre-là, il vient de sortir, hein? Il est sorti en novembre 2023, OK. donc ça fait un bout de temps. Oui, On peut se le procurer auprès de moi-même. oui. Je peux te laisser mes coordonnées de Mais, courriel. dis aux auditeurs et aux auditrices, c'est ceux qui vont regarder la chaîne YouTube, cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, Alex Saraf, auteur, animateur, animateur de radio, conférencier. Peux-tu leur dire comment te rejoindre pour Oui. pouvoir se procurer le livre? On peut me rejoindre à l'adresse de courriel suivante, Luc J. Vigne 49 en un mot, arrobas gmail.com. Je répète, Luc J. Vigne 49 arrobas gmail.com. C'est mon adresse de courriel. Je peux me laisser mon adresse de ça. Je m'étais juré de ne pas avoir ça. Enfin bref, On peut le te rejoindre numéro sur de Facebook. on peut me rejoindre sur Facebook Oui, sur Facebook. ou par téléphone au 581-986-6509. Je répète, 581-986-6509. Puis sur Évidemment, la région de Facebook, Québec. tu es sur c'est Facebook Luc Vigneault. Luc J. C'est Vigneault, ça. c'est ça. Ouais, Luc Vigneault ou ma page d'auteur Facebook, Luc J. Vigneault, roman et poésie, parce que je fais aussi de la poésie essentiellement. Oui. Ah oui, Ouais. c'est ça ce que je voulais parler avant que, bon, il reste encore du temps, là, on est correct dans le temps, il reste encore à peu près 10 minutes. C'est ça, c'est parce que tu as écrit aussi des livres qui ont été auto-édités.
Tu as écrit un roman en 2020, La droite veut se me tuer. Tu as écrit de la poésie en 2022, 2022. 100 poèmes confinés, Notre liberté de jadis, À l'aube de la croissance. Et tu as écrit un autre roman auto-édité en 2022, Des cœurs écorchés vifs, hein, parce qu'il ne faut pas Oui. devenir des écorchés vifs, parce qu'il faut s'en sortir. Noël en Mhm. douce histoire aussi, c'est des contes auto-édités en 2022. Donc, les poèmes, ça t'a aidé en fin de compte? Est-ce que tu as toujours écrit des poèmes? C'est de la. Les poèmes, ça fait combien de temps que tu en écris? Écoute, depuis toujours, je te dirais depuis, je te parlais de mon secondaire 3, Oui, il n'y a pas eu que du négatif. oui, Le beau lit en arrière de moi, là, oui, il n'y a pas eu juste du négatif. oui, Le positif, là, puis ça a été une bouée de sauvetage d'une certaine façon pour moi. C'est un, c'est un professeur de français, je me souviendrai toujours de son nom, François Tremblay, un oui, des frères, c'était à l'école secondaire Champigny, dans le quartier Laurentien à Sainte-Foy, dans l'ancien arrondissement de Sainte-Foy, à Québec. C'est sur la route de l'aéroport, juste avant d'arriver à l'aéroport Jean-Lesage. C'est devenu l'aéroport Jean-Lesage depuis. oui, Alors donc, j'ai fréquenté, j'ai fait mon secondaire 3 là, et c'est là que j'ai fait la rencontre de ce prof-là, M. Tremblay, François Tremblay, qui m'a initié à la poésie. Et devine à qui, quel poète, te donne en mille, Émile, pour faire la rime, Nelligan. oui, Émile Nelligan, ben qui oui, lui aussi a souffert d'intimidation dans une certaine mesure et qui a été interné. oui, 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 il a ça, été je me interné, rappelle de ça. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Ouais, exactement. Je ne me souviens plus lequel, là, mais ouais, ouais, il a je sais qu'il été a été interné. Ouais, je me interné. rappelle de ça, Oui, oui, oui. ouais. Et je pense que, je ne sais pas si tu as vu la comédie musicale que je pense que c'est Michel Tremblay qui avait écrit les textes et André Gagnon la musique, je Ouais, crois. je l'avais pas vu. C'est ça, ouais. Ben, Nelligan, il fait parler le père qui est joué par Jim Corcoran. Ouais, Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'enfant de comme toi? Ben, c'est à peu près ça, grosso modo, les ouais, paroles. C'est le même questionnement que les parents d'enfants surdoués, on va le dire, comme Émile Nelligan, comme moi aussi. ouais, ouais, Ben, quand j'ai lu la romance du vin d'Émile Nelligan, on dit qu'il y en a plusieurs qui s'accordent pour dire qu'il y a d'autres poèmes qui pourraient être le plus grand succès ou le greatest hit, passement l'expression anglaise, du répertoire d'Émile Nelligan. Mais à mon avis, le plus grand hit, c'est la romance du vin parce qu'elle résume très bien le vécu d'Émile Nelligan. Oui, il y a aussi le vaisseau d'or que, selon l'avis de plusieurs, qui est son meilleur succès en carrière. C'est pas négligé, c'est pas à dédaigner non plus, c'est pas piquer les verres, c'est le cas de le dire, mais la romance du vin d'Émile Nelligan, ça résume très bien le parcours personnel du poète de son auteur. ouais. On sait qu'aussi il y avait Alice Robbie qui a été internée Oui, dans un hôpital psychiatrique parce elle a souffert de dépression majeure sévère. Ils ont donné des électrochocs, ils ont donné des antidépresseurs les plus élevés, ça n'a pas marché. ouais, Elle a eu une lobotomie d'une partie de son cerveau. Je pense qu'il y exact. avait quelqu'un qui m'avait dit aussi, c'est pour ça qu'elle n'avait pas beaucoup d'émotions à la fin, mais Alice Robbie, elle a été internée aussi dans un hôpital psychiatrique, elle en a parlé, là. La vie, il y avait aussi un film sur la vie de Alice Robbie, là. En cinémascope. Et Oui, c'est à oui, Québec, ce qu'on appelait Saint-Michel-Archange à une autre époque, l'époque oui, de Duplessis, oui, qui est devenu ensuite tour à tour Robert Giffard, oui, Centre hospitalier Robert Giffard, et enfin pour devenir l'Institut de recherche universitaire en santé mentale, je ne sais pas si tu le dis dans le bon ordre, à Québec à tout le monde. oui, à Il y a Québec, l'université. oui, 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 c'est ça. Alors donc, mon homonyme a travaillé là. Est-ce oui. qu'il a été interné là? Je ne sais pas, peut-être. Ben, on va en parler avec Luc Vigneault, là. Je sais que lui, il souffre de J'en poserai la question, schizophrénie, là. Je pense il a été dans une chaise comme moi. berçante, là. Comme moi. Ah, toi, Même tu es diagnostic. schizophrène? Ah Mais je suis oui, une personne. Comme dit Luc, je suis une personne, pas une maladie. exactement. Oh my God. Mais oui, mais tu as eu ce diagnostic-là vers quel âge? Après ma tentative majeure de suicide, En quelle parce année? que en 1992, Ouais, alors ça donne une idée que, puis resituons-nous dans le contexte là aussi, on peut peut-être oui, finir là-dessus, resituons-nous dans le contexte. En 1992, la schizophrénie, la vision qu'on en avait, à tout oui, le moins,
n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Oui, Oui, même s'il y a eu des progrès, encore, il y a des mythes qui sont encore tenaces. oui. Quand on voit quand on lit les affaires judiciaires dans les journaux, les faits divers, les chiens écrasés, tout le reste, ben, on voit des personnes qui sont en psychose et qui commettent des meurtres. Mais ce n'est le fait que d'une infime minorité, c'est à peine 5% des personnes diagnostiquées qui peuvent commettre des crimes sordides de ce Moi, genre. j'ai entendu que c'est 1%. 1%. Je me rappelle avec les formations que j'avais prises avec les psychologues puis les psychiatres, Ouais, là, il y avait une psychologue qui avait dit, je pense, 1% des ouais, schizophrènes vont commettre des délits, là. ouais. Donc, c'est Ben, vraiment ça. bon, en termes de, si on s'arrête seulement au diagnostic de schizophrénie, Oui, ben, dans l'ensemble de tous les diagnostics recensés à ce oui. jour, c'est 5% dans sa globalité. Ah, oui. Même là, 5% ou 1%, c'est pas la mer à boire, on Ah, c'est s'entend. vraiment une minorité, là. Ben oui, c'est Non, sûr. non, Ben, c'est c'est ça. ça. Parce qu'il On est faut loin d'un toujours. gouvernement, ouais, on est loin d'un gouvernement majoritaire, là, tu comprends? Ouais, exactement. Mais c'est ça, il faut toujours voir la personne avant de voir le diagnostic. Puis ça, je l'ai toujours Exact. enseigné à mes étudiants. Je prône cela. C'est la mosaïque humaine, etc. Puis j'adore le titre de Luc Vigneault. Je suis une personne, pas une maladie. Ouais. Hein? Ça, c'est Et- important. Puis on le fait tous d'une certaine façon parce que quand on regarde une personne qui est en chaise roulante, on voit toujours la chaise roulante avant de voir la personne. Il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale comme la schizophrénie, la bipolarité, le trouble de la personnalité, etc. Est-ce qu'on définit un diabétique par son diabète? Pas ce que je sais. Je sais pas. Non, 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 Absolument non, pas. non, Non, non. non. Ah non, bien sûr Alors, que on non. n'ira pas jusque-là dans les menus On détails. dira ça. Mais c'est ça, parce que aussi les diagnostics de schizophrénie ont changé. Avant, on disait schizophrénie de type catatonique, la schizophrénie de type paranoïde. Là, on met schizophrénie avec le nouveau DSM, manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux dans le DSM-5, qui est apparu en version française en 2015. En 2013, c'est version anglaise. On met schizophrénie avec ou sans catatonie. Donc, on met pas les Ouais. types de schizophrénie, là. Mais il faut toujours voir la personne avant de voir le diagnostic, là. Il faut pas étiqueter les gens. Ouais. Et comme pour revenir à mon histoire tantôt Oui, de suicide, on disait, et c'est pas moi qui le dis, oui, c'est mon ami Gérard Deltel. Avec un ami comme ça, tu n'as plus besoin d'ennemis, genre. oui, Mais Gérard Deltel, dans une autre vie, alors qu'il était journaliste à la télévision, à TQS, peu TQS à l'époque, ceux qui s'en oui, rappellent, avait dit dans son reportage au Grand Journal de Québec, avait dit, après un crime, après un suicide, en fait, d'un schizophrène, il avait dit, il a rapporté, je ne sais pas, il a peut-être pris ça dans une réponse à une des questions qu'il a posées à gauche et à droite, oui. avec des psychologues et des psychiatres, qui a dit, c'est bien connu, les schizophrènes se suicident. J'ai fait, hé, Gérard, c'était mon ami au Mont-Saint-Sacrement, l'école secondaire Ben oui. Mont-Saint-Sacrement avec quartier, et tu me pitches ça en pleine face. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, je comprends. Pour ceux Mhm. qui ne le savent pas, la schizophrénie, c'est en fin de compte un trouble psychotique quand c'est plus que 6 mois. Donc, c'est une déconnexion de la réalité, en fin de compte, une décompensation. Il y a les symptômes, hallucinations, illusions, etc. Là, mais tu sais, il y en a il y a plusieurs, il peut y avoir de la désorganisation de la pensée, du langage, etc. On ne rentre pas pas là dans le diagnostic. Ouais. Mais c'est vrai que mais c'est génial que tu as pu écrire tous ces livres-là, ces poésies, ces romans-là, puis ton dernier livre, parce que c'est quand même écrire un livre pour n'importe qui, c'est difficile là. C'est du C'est une bonbon. tâche, c'est du C'est du bon. bonbon. Donc là, C'est du bonbon. tu penses donner des conférences, c'est ça? Oui, Oui. Dans les plates-bandes de l'Aucluc Vigneault, peut-être. ouais, Non, peut-être pas dans les mêmes sujets, mais surtout traiter des conséquences psychologiques de oui, l'intimidation. J'ai oui, commencé à en donner d'ailleurs avec l'Association québécoise de droit des défense de droits des retraités, oui, dont je connais la directrice Judith Gagnon à Québec. oui, J'ai rencontré souvent en présentiel, on s'est connus en virtuel, puis on s'est rencontrés en présentiel. Et Judith, bon, avec la fin récente des grèves dans les bibliothèques de Québec, pour oui, ceux qui sont au courant de l'actualité, ben, on va peut-être reprendre l'idée de faire donner des conférences dans des endroits comme ceux-là, parce oui, que c'est un public de base en or, un public théoriquement ouvert, oui, pragmatique, ouvert d'esprit, oui, cultivé, qui se renseigne, qui a la curiosité de lire et de s'enrichir pour faire la rime. Bon, il faut être un jour, il oui, faut être toujours, pour s'enrichir l'esprit
et enrichir son âme et s'enrichir au contact d'entourage, d'êtres humains qui sont Oui, beaucoup plus humains que les apparences ou le diagnostic à tout le moins peut oui. laisser croire. Mais tu pourrais donner des conférences dans les écoles secondaires pour faire de la Ça aussi. sensibilisation puis de la démystification concernant les troubles de santé mentale et concernant surtout l'intimidation, là. Je Puis, renvoie les prochains miroirs à Jasmin Roy et Sophie Desmarais. mais l'affaire, c'est que, tu sais, il faut pas, pour rapport au suicide, c'est ça qu'il faut pas, le suicide n'est jamais une option, là. Le suicide n'est pas une option, il y a suicide d'action, appel, puis etc. Là, c'est ça que les gens qui pensent au suicide, qui ont des idées noires, ben c'est ça, ils ont des symptômes dépressifs, là, ça fait partie de la dépression, là, d'avoir les idées noires. Donc, il faut voir toujours que on peut s'en sortir. Il y a les antidépresseurs, il y a la psychothérapie d'approche cognitive behaviorale. Il faut en parler avec un psychologue. Il faut être capable de consulter. Pour la schizophrénie, c'est sûr que les psychologues ne peuvent pas prescrire des médicaments, c'est le psychiatre. Ouais. Donc, ouais, vraiment, il faut être bien entouré aussi là, par les professionnels de la santé, les professionnels de la santé mentale, puis les amis, puis l'entourage aussi. Là. Ouais. Puis les gens qui C'est ne de, jugent pas. ouais. Ouais. C'est de bien s'entourer, Oui, choisir sciemment son entourage, oui, pas pour qu'il te ressemble en copier-coller, non, mais qu'il puisse te reconnaître à travers toi et te comprendre en ultime ressort. oui, Autrement dit, comme disait Amélie Carrier dans sa conclusion à mon roman, oui, elle disait à juste titre qu'on a toujours le choix dans la vie. oui, On est en système démocratique. Si on était en dictature, là, on dirait on n'a pas le choix. Mais s'il vous plaît, de grâce, là, proscrivez donc cette expression-là, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. On est en démocratie, on a toujours le choix. Toujours, toujours. Même s'il est binaire, on l'a pareil, le choix. C'est mm, juste qu'il faut choisir le bon choix. Tu comprends? oui, Et parlant de choisir le choix, puis pour finir là-dessus, oui, euh, euh, ouais, j'allais dire quelque chose. Là. En fait, c'est tellement, ça se bouscule dans ma tête. Mais d'entretenir on peut choisir, euh, on a une multitude de choix pour euh, prendre soin de soi-même oui, et gérer sa maladie plutôt que la contrôler. Parce que oui, la contrôler, là, on tomberait dans le coercitif, c'est-à-dire les remèdes de cheval dans le vrai sens du terme, oui, c'est-à-dire comme tu prescris du Ritalin à un enfant, là, bon, ça a plus ou moins fait ses preuves, là, contraires, on va dire, mm, en termes d'efficacité. Mais c'est ça, c'est se renseigner au- auprès de son pharmacien, auprès de son psychiatre, auprès de son médecin traitant sur les effets, même secondaires et même tertiaires s'il y en a, oui, de la médication sur ses- sa façon d'être, sa physionomie, sa morphologie. oui, Est-ce qu'on se sent amorti? Est-ce qu'on sent des effets de fatigue, de somnolence, tout ça? Quand on ressent quelque chose, il faut dire, et c'est là que je voulais dire, pour conclure là-dessus, oui, comme disait Jimmy Kimmel au lendemain du suicide de Robin Williams, que oui, j'adorais, Jimmy Kimmel a dit, si vous êtes triste, s'il vous plaît, je vous en conjure, dites-le ben à oui, quelqu'un, mais mm, dites-le. c'est vrai. Parce qu'il faut Ouais. en parler. On sait que Robin Williams, s'est suicidé, il était alcoolique, il était en dépression aussi. Au gré Ce, avec les démons. Ouais, puis c'est ça là, c'est vraiment une histoire qui était vraiment triste là. C'est lui qui a joué dans le film Patch Adams, Oui, le médecin que moi j'ai vu Patch Adams quand il est venu à Montréal, que oui, avec le rire thérapie, les 40% de ses patients en fin de compte allaient mieux parce qu'il y avait le rire thérapie, ceux qui ont vu le film le film Patch Adams là. oui, Donc, oui. on va devoir terminer l'entrevue. C'était vraiment agréable. On a dépassé même 60 minutes. C'était vraiment génial. Merci Mhm. infiniment, Luc J. Vigneault, d'avoir accepté d'être un invité, d'avoir été un invité à l'émission Témoignages de vie. Je recommande fortement les gens d'aller se procurer le roman Les mots, les mots qui blessent, en fin de compte, là, Ouais. de t'écrire. C'est vraiment, c'était vraiment agréable. C'était un grand plaisir de t'avoir accueilli à l'émission Témoignages de vie. Donc, on va laisser les gens avec un message aussi. J'aimerais laisser les gens qui ne soient pas seuls, le fait qu'il en parle, le fait qu'il faut en briser le silence en tant que victime. Il faut dénoncer les agresseurs.
Il faut responsabiliser les agresseurs. Les témoins neutres, il faut qu'ils se responsabilisent aussi. Il faut qu'il y ait de l'empathie, le caring, la sympathie et ou la compassion. Ça, c'est important. Et il faut toujours voir que la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Puis que la vie est belle, puis on veut avoir une seule vie, là. On a une seule vie, puis on veut être heureux ou heureuse. Alors, merci infiniment encore, Luc Givigno, d'avoir été un invité. Je vous laisse tout le monde, les auditeurs et les auditrices. Je vous dis merci d'avoir écouté Témoignages de vie, puis on se voit dans une prochaine émission à l'émission de radio Témoignages de vie. Portez-vous bien, soyez bienveillants envers vous-même et bienveillants et empathiques envers les autres. Au revoir. Bye.